Le quatrième entretien du livre 1 porte sur le progrès, Périprokopès, en grec, c'est le titre de cet entretien. Sur le progrès des aspirants philosophes présents dans l'école d'Épictète à Nicopolis. Plus précisément, la discussion porte sur la mesure du progrès et la distinction fondamentale pour Épictète entre la bonne compréhension des principes philosophiques et l'application de ces principes dans la vie quotidienne. Les 4 premiers paragraphes de l'entretien exposent la discipline des désirs et condensent en quelques phrases l'enseignement d'Épictète à ce sujet. Le désir, dit-il, orexis en grec, a pour objet les biens, et l'aversion, eklysis en grec, concerne les maux. C'est au paragraphe 1. Comme nous l'avons vu dans le premier entretien du livre 1, la faculté de désirer est l'une des facultés de la raison, et fait ainsi partie de ce qui dépend de nous, à côté de nos jugements, et de notre impulsion à agir. C'est également ce qu'expose Épictète dans le manuel, dans le premier chapitre du manuel. La discipline du désir fait ainsi partie, à côté de la discipline du jugement et de la discipline de l'action, des 3 domaines, les 3 topoi, sur lesquels il convient de s'exercer en vue de faire bon usage de nos différentes facultés. Épictète précise également dans ce premier paragraphe la finalité de cette discipline du désir. En l'occurrence, la sérénité et l'absence de passion, en grec to euroun kai apates. Ou en d'autres termes, et le terme revient plus loin et à plusieurs reprises dans cet entretien, le bonheur, eudaimonia. Et en vue de réaliser cette fin, Épictète propose 2 moyens. Premièrement, ne pas manquer l'objet de son désir, et deuxièmement, ne pas tomber sur l'objet de son aversion. Or, pour éviter cela, il convient de diriger son désir et son aversion vers ce qui dépend de nous, et non vers les choses extérieures. Il sait en effet, dit Épictète, que s'il a de l'aversion pour un objet soustrait à son choix, il tombera un jour ou l'autre sur quelque chose qu'il veut éviter, et qu'il sera malheureux. C'est au paragraphe 2. Et il en est de même pour le désir. Si je désire quelque chose qui ne dépend pas de moi, ne pas mourir aujourd'hui, être riche, avoir un corps en parfaite santé, etc., eh bien, si je désire ces choses, il y a de fortes chances que mon désir ne soit pas comblé, et que je sois, là encore, malheureux. Le vocabulaire utilisé ici par Épictète pour désigner ces choses qui dépendent de nous et qui n'en dépendent pas est intéressant, et renvoie à la faculté de choix, la proairesis, présentée dans le premier entretien du livre 1 comme la faculté principale de l'être humain, faculté qui rassemble les différentes facultés de l'être humain. Pour désigner les choses qui dépendent de nous, Épictète utilise en effet l'expression ta proairetika, c'est-à-dire littéralement les choses qui relèvent de notre faculté de choix. Et à l'inverse, les choses qui ne dépendent pas de nous sont, en grec, les choses qui ne relèvent pas de notre faculté de choix, ton aproaireton, l'alpha privatif désignant précisément l'absence de contrôle sur ces choses qui ne relèvent pas de notre faculté de choix. Maintenant, en ce qui concerne le progrès dans la discipline du désir, puisque c'est le sujet de cet entretien, comment le mesurer ? Épictète nous dit ceci, c'est au paragraphe 3. Le but que la perfection nous fait atteindre une fois pour toutes, le progrès nous en rapproche. Autrement dit, pour mesurer le progrès réalisé sur le chemin du bonheur, qui est la finalité de cette discipline du désir, et plus généralement du mode de vie philosophique, il convient de mesurer le bonheur, l'absence de passion et la sérénité de l'aspirant philosophe. Dans la suite de l'entretien, Épictète met en évidence l'incohérence des élèves qui, ayant bien compris la nature du bien et du mal, et tout en étant d'accord sur la nature de la vertu, ne recherchent pas le progrès dans la discipline du désir, ni dans la discipline du jugement et de l'action, c'est-à-dire dans la mise en pratique des principes théoriques et dans le bon usage de leur faculté de choix, mais recherchent le progrès dans l'intelligence, noein en grec, ou la compréhension des textes de Chrysippe et des principes de la philosophie stoïcienne. Ce sont les paragraphes 5 à 12. Pour Épictète, en effet, la vertu, qui consiste précisément dans le bon usage de ses désirs, dans le bon usage des représentations et dans la propension à bien agir, eh bien, c'est la vertu qui apporte la sérénité. C'est la vertu qui apporte le bonheur. Le véritable progrès ne consiste donc pas dans la bonne
compréhension des textes de Chrysippe, mais bien dans la pratique de la vertu, et son résultat ou son œuvre, to ergon tes aretes en grec, c'est-à-dire la sérénité, euroia en grec. Pour mesurer le progrès de ses élèves, Épictète ne mesure donc pas leur progrès dans la compréhension des principes stoïciens, mais dans leur usage actuel du désir et de l'aversion, dans leur impulsion à agir ou non, et finalement dans leur usage des représentations. Au paragraphe 13 et suivant, Épictète utilise l'image d'un athlète et de ses haltères pour illustrer la manière dont il convient de mesurer le progrès. Ce ne sont pas les haltères de l'athlète qui nous permettent de mesurer son progrès dans la pratique de l'haltérophilie, mais le résultat ou l'effet des haltères, c'est-à-dire sa musculature, la force de ses épaules, etc. De même, pour l'apprenti philosophe, ce n'est pas sa capacité à lire et à expliquer les textes philosophiques qui permettent à Épictète de mesurer son progrès, mais son comportement. Comment tu te comportes dans tes propensions et tes rejets, nous dit Épictète, dans tes désirs et tes aversions, dans tes intentions, projets et préparatifs. C'est au paragraphe 14. Le progrès ne doit pas être recherché ailleurs que dans la pratique de la vertu et dans le résultat de cette pratique, à savoir précisément le bonheur. Dans la suite du texte, Épictète revient encore une fois sur cette idée fondamentale qui réapparaît très souvent dans les entretiens ainsi que dans le manuel. Le progressant, au prokopton en grec, c'est celui qui est capable de mettre en pratique, dans tous les cas qui se présentent, les règles de conduite enseignées par Épictète. C'est celui qui se conduit en philosophe, tout comme le coureur se conduit toujours en coureur et le déclamateur en déclamateur, dit Épictète au paragraphe 20. Autrement dit, le progressant, c'est celui qui agit en accord avec la nature et en premier lieu, en accord avec sa nature d'être doué de raison. Une fois distingué progrès intellectuel et progrès moral, et une fois compris en quoi consiste le véritable progrès, il ne s'agit pas, comme Épictète le signale à juste titre dans les derniers paragraphes de cet entretien, des paragraphes 28 à 32, il ne s'agit pas de ne plus lire Chrysippe, ni de rejeter les principes théoriques de son enseignement. Au contraire, Épictète insiste dans ces derniers paragraphes sur les bienfaits que les livres de Chrysippe apportent. La sérénité, l'absence de passion, en effet, c'est à Chrysippe qu'Épictète les doit. Ce sont ces doctrines qui nous montrent le chemin vers la vie heureuse, dit-il. Mais la lecture de Chrysippe pour Épictète et ses élèves, comme la lecture d'Épictète pour nous aujourd'hui, ne doit pas rester lettre morte, mais doit se concrétiser par la mise en pratique de ces principes dans les trois domaines qui relèvent de notre faculté de choix. La discipline du désir, la discipline du jugement et la discipline de l'action. De ce point de vue, les paragraphes 18 à 21 nous donnent un bel exemple du progressant idéal. Et je terminerai cette vidéo en vous lisant ces quelques lignes qui nous offrent aujourd'hui encore un modèle à suivre dans la pratique du stoïcisme. Où donc est le progrès ? Supposons que l'un de vous se soit détourné des choses extérieures et concentré sur sa faculté de choix, la cultivant et la façonnant de manière à la mettre finalement en accord avec la nature, c'est-à-dire à l'élever, à la rendre libre, exempte d'empêchements et d'entraves, loyale, réservée, qu'il ait compris que celui qui désire ou fuit les choses qui ne dépendent pas de lui ne peut être ni loyal ni libre, mais que nécessairement il change et se transforme en même temps qu'elle, que nécessairement aussi il se soumet aux autres, à ceux qui sont en mesure de lui procurer ces choses ou de les empêcher. Supposons enfin que, levé dès le point du jour, il observe et garde ses enseignements, qu'il se baigne en homme loyal et mange en homme réservé, mettant ses règles de conduite en pratique dans tous les cas qui se présentent. Celui-là, en vérité, est l'homme qui progresse. Et si quelqu'un n'a pas quitté son pays en vain, c'est lui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne lecture du prochain chapitre des entretiens et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, après quelques jours de vacances. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout, portez-vous bien.